Donc, pourquoi c'est important de pouvoir faire ça? Parce que vous voyez, dans la représentation après des atomes de silicium disponibles, par exemple, dans l'orientation 1,0,0, il va y avoir 4 siliciums qui sont bien liés et 3 liaisons pendantes. Donc, ces 3 liaisons pendantes vont permettre de faire quoi? Ben, soit de croître de l'oxyde dessus, soit d'attirer des impuretés pour faire un dopage, etc. Donc, typiquement, pour les transistors MOS, on utilise des cristaux avec une orientation 1,0,0. Okay? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas beaucoup de liaisons pendantes et on veut pouvoir contrôler très bien la croissance des oxydes. Pourquoi? Parce que dans un MOSFET, transistor MOSFET, ce qui est important, c'est l'oxyde de grille, c'est le corps de nos transistors. Alors que dans les transistors bipolaires, par exemple, où il n'y a pas d'oxyde, ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup d'atomes de silicium pour pouvoir doper correctement. Voilà. Après, on peut couper dans d'autres directions, donc on peut voir plusieurs orientations, hein, bien sûr. Vous voyez bien que, par exemple, dans l'orientation 1,0,0, on coupe notre cristal, ben on se retrouve avec un atome de silicium au centre. Hein, la face, c'est cette face-là, c'est une face cubique, donc ça se résume à un carré, avec un atome de silicium au centre, face cubique centrée. Hein. Et ensuite, donc ça permet de contrôler la croissance des oxydes, d'avoir une croissance lente mais très précise. Alors que dans l'orientation 1,1,1, j'ai plein de bouts d'atomes de silicium. Donc, pour croître des oxydes rapidement, c'est mieux parce que j'ai plus de liaisons pendantes disponibles. Par contre, ces oxydes seront moins bons que ceux qui sont faits sous cette orientation-là. Voilà. Voilà, il y a plus d'atomes par unité de surface. C'est pour ça. C'est bon le message? Donc le message est, si je veux faire des oxydes beaux, parce que je fais une croissance lente, je vais prendre une orientation où je n'ai pas beaucoup d'atomes par unité de surface, donc ce qui me permet de contrôler la croissance des oxydes. Si ça ne m'intéresse pas de faire des oxydes très beaux, parce que je suis dans un process bipolaire, donc il n'y a pas besoin d'oxydes, les oxydes sont faits pour être utilisés comme masque, je vais prendre une orientation 1,1,1 qui a plus d'atomes par unité de surface, donc permet de croître des oxydes plus rapidement. Donc je gagne sur le temps de fabrication, je perds sur la bonté, sur la qualité des oxydes. C'est toujours un trade-off à trouver. Alors, bien sûr, le silicium qui va former un substrat peut être dopé dès le départ. D'accord? Donc, c'est-à-dire, nous, on veut faire un cristal de silicium, bien sûr, mais nous, on sait bien que le silicium, à lui tout seul, ben, il n'a pas une conductivité super, hein. Donc, nous, ce qu'on fait pour augmenter la conductivité, on va le doper. Donc, on rajoute des impuretés. Mais bon, vous dites, alors, on se démène pour avoir un cristal très pur et après on va rajouter des impuretés. Oui, parce que les impuretés qu'on va rajouter, on veut que s'y positionnent à la place des atomes de silicium, donc à des endroits précis, pas n'importe où, parce que si les impuretés ne se trouvent pas à la place d'un atome de silicium, on a vu en physique théorique, ne vont pas s'activer, donc ne vont pas donner un électron ou accepter un électron, et donc on ne va pas modifier électriquement le comportement du matériau, on va juste modifier sa morphologie. D'accord? Donc, par exemple, dans la méthode Czochralski, nous, on a vu qu'on fait fondre du silicium et on tire un lingot. Donc, dans le silicium fondu, on peut rajouter des espèces dopantes pour avoir un substrat déjà dopé à la sortie du lingot. On peut le faire avec la méthode de la zone flottante, c'est-à-dire quand je réchauffe
une zone de mon lingot. Je peux rajouter de l'atmosphère des gaz, par exemple de la phosphine ou du diborane, d'accord? Ce sont des gaz qui permettent donc, on sait que voilà, le phosphore et le bore sont liés à la base avec l'hydrogène. Mais bon, cette liaison n'est pas très forte. Donc, quand ces gaz rentrent en contact avec la zone flottante qui est faite de silicium, qui est un peu plus liquide, hein, qui est amorphe par rapport au cristal, ben, le phosphore, s'il rencontre du silicium, par exemple, il est plus attiré par le silicium que par l'hydrogène. Donc, il libère l'hydrogène de l'atmosphère, qui ne va plus se lier à rien, et il se lie avec le silicium. Et donc, le fait de faire ce processus lentement, de refroidir ensuite lentement le lingot, permet du coup aux atomes de se remettre dans le cristal, en position, dans les bonnes positions. D'accord? Alors, si on fait un refroidissement du silicium amorphe rapide, eh bien, la structure va rester amorphe. Okay? Donc, il faut donner le temps à l'amorphe de se refroidir lentement pour que les atomes puissent se disposer de manière cristalline. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous avais promis que je vous allais ramener des wafers, mais du coup, je les ai oubliés un TP de physique. J'ai oublié de les ramener. Donc, j'en ai quelques-uns qui sont dans mon bureau. Donc, si vous voulez, on peut se faire un petit jeu d'activation de la vidéo. Voilà. Donc, là, j'ai des wafers avec moi qui ont été découpés, hein, donc n'ayez pas, n'hésitez rien. Alors, du coup, là, j'ai un wafer, ce qu'on appelle 6 pouces. Okay, les wafers 2 pouces, vous les voyez en TP de physique quand vous faites transistor MOS. Donc, vous voyez la taille. Donc là, on est sur du 6 pouces. Vous voyez, par rapport à ma tête, bon, elle est un peu plus petit que ma tête. Ok. Donc ça fait 8 cm de diamètre. Ensuite, hop, je vais la boîte et je vais sortir le wafer. Alors, normalement, on ne les touche pas comme ça, hein, les wafers. Simplement, ça, c'est des wafers de démonstration. Donc, ça, c'est un 8 pouces. Donc, toujours par rapport à ma tête, hein, vous voyez, ça, c'est un peu plus grand. Je fais du 10 cm par rapport à ça. Et ensuite, donc, la technologie évolue. On a dit qu'on peut arriver à faire, on sait faire du 300 mm aussi. Donc, j'ai pris un 300 mm qui avait été découpé, donc il est en 2 morceaux, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Et donc là, vous avez un 300 mm découpé en 2. Tac. Donc là, vous ne me voyez plus et vous voyez quel wafer si ça rentre dans l'image. D'accord? Voilà. Donc, c'est très gros. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez sur le wafer ce qu'il y a? Il y a des motifs. Après, je vous le montrerai en live, hein, mais déjà, c'est pour vous donner une idée. Il y a des motifs qui se répètent. D'accord? En fait, chaque motif qui se répète correspond à une puce qui va ensuite, après, être découpée et mise en boîtier. Ok? Donc, plus grand est le wafer, plus de circuits, de puces toutes pareilles, je peux mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, on va dire que les 6 pouces, ils étaient fabriqués
les années 80, on a commencé dans les années, début des années 80. Ils ont fini les années 90, hein, on est passé à 10 pouces et ensuite 12 pouces. Et après, aujourd'hui, on fait du 450 mm dans certaines usines particulières. Voilà pour la petite démo du matin. Bon, je vois qu'on est monté à 30 personnes. Bon, normalement, je dois en avoir 50. Mais... Bon, je regarderai un peu la... Je fais un check, un tour de présence parce qu'on m'a demandé de le faire. Donc, hop. Vous permettrez que je perde 2 minutes pour faire ça. Ah, si j'ai la bonne version de la liste, hein, donc check, check, check. Hop, ah, je le mets là, comme ça vous le voyez, émargement promo. Trac, 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 donc c'est le deuxième cours. Alors, faites voir qui est là, qui est pas. Alors, Abdeli Elias. Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Non, hein? Allez, go. Airola, je vois. Amri, je vois. Augustin, Mathilde. Est-ce qu'elle est par là? Si elle est là, elle se manifeste. Antoine, suis avec moi. Mais c'est qui Antoine? Ah, attendez que j'arrive sur le nom pour me dire. Ah, Mathilde. Voilà, c'est sur le nom de Mathilde. Ok, par contre, j'ai un problème. Je vois des noms tout petits. Donc, j'ai du mal. Ah, c'est qui ça? Marquez votre nom aussi. Alors, Antoine, suis avec moi. Je ne sais pas qui c'est. Il m'écrit. Je ne sais pas qui c'est Antoine. Donc, vous me dites simplement, au fur et à mesure que je nomme les gens, s'ils sont avec vous ou pas. Donc, Mathilde, c'est bon. Azouz. C'est bon. Hop, Azouz, c'est bon. Ensuite, Bélissir. Avec moi. OK. Ben Abdallah. Ben Abdallah, il est connecté. Bernard. Antoine. Bernard Antoine. Ah putain, j'arrive pas à lire les noms petits, donc si vous m'écrivez, moi je vois pas le nom de la personne qui m'a écrit. Désolé, j'ai un gag sur Skype. Sinon, si vous bougez pas, je fais une décor écho, si vous m'attendez. Alors, je fais une décor écho, hein, bougez pas.
Voilà. Parfait. Donc, on vous entend. Je suis là. Ok. Bon, juste la personne que je nomme me dit oui ou non. Ne m'écrivez pas 50 messages, je ne vois pas qui m'écrit. Du coup, Bogza. Bogza. Un buté. Ok. Ensuite, Carletti. Il est avec quelqu'un? Il est là ou il n'est pas là, Carletti? Ok. Corradino. Et Corradino aussi ont pas de co, ils sont donc avec moi. Ah, ok, donc Carletti et Corradino, confirmé? Oh, chien. Non, Riyad et Corradino, ok. Donc Riyad, c'est qui? Je vais pas nommer. Ah si, Blessir, ok. Bon, Cousy est là, fais voir si elle est là. Bonjour. Bonjour. Noémie, c'est bon. De Angelis. De Angelis. Bon, il est pas là. Ah si, attends, lui, c'est un nom particulier, c'est un nom spécial, non? Ouais, mais bon, il dit pas. Ok. Voilà. Fabrice. Jatza. C'est bon. Dounas. Il est parti où je l'avais vu tout à l'heure? Ah, je suis là, moi. Georges Dounas, il est là, c'est bon. Drevé. C'est bon. Driouche. C'est bon. Gaillard. Gaillard, si tu es là, manifeste-toi. Oui, je suis là. Il est avec moi. Ok. Garcia, s'il est là, il a intérêt à être là. Garcia, il est pas là. Garcia n'est pas là. Ensuite, Godilla. Il s'appelle comment? Jérémy. Godilla, Jérémy, je vois pas. S'il est là, il se manifeste. Gomez, mon ami. Il est là. Gomez. Il est là, il est là. Parfait. Osier. Hossier. Je vois pas. Si Osier est avec quelqu'un, vous m'écrivez le nom. Oups. Cambérien. 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 Bon, je vois pas. Bon, Carabou, il n'a jamais été là. Du coup, là, il y en a un qui me... Ah, Calice, il est là. Calice. Calice, tu es là? Oui, ok. La case, c'est bon. Les coques, le coq. Il est là, le coq? Le coq, je l'ai pas. Ok. Maroc, il est pas là. Maroselli. Maroselli il est là. Mazzini, Giuseppe Mazzini, Giovanni Mazzini, il est où? Mazzini, c'est bon. Olivier, Olivier, c'est bon. Ouedraogo, c'est bon. Les pêches, je n'ai un. Je pêche Clément.
Et l'autre pêche, Gabriel, il n'est pas là. Pellegrino, j'ai vu. Perrin, Hugo, c'est bon. Polge, c'est pas bon. Il y est pas. Roland. Polge avec moi. Ok. Et Roland, avec qui? Roland. J'ai pas. Rowesh. Donc, Roland. Rowesh, apparemment il est là. C'est qui ça? Rowesh, il est là. Ok. Rowesh, il est là. Après, Rousselet. Julien, quoi, c'est pas ça? Wesh, c'est bon. Rousselet n'est pas là. Je suis là. Ah. Ok. Ensuite, Rousselet, c'est bon. Salaire. C'est bon. Sopopo, c'est bon. Samir. Samir avec moi. Ok. Sar. Ok. Soler, ok. Soma et Sou. Ils sont où? Monsieur Landry est avec moi. Alors, ne me dites pas. Soma, Landry, ok. Et Sou, Fatou. Fatou Sou, oui. Ok, c'est bon. Junior, registre. Je ne l'ai pas. Shinju, nana. Ça commence par quoi? Bon, lui, je ne l'ai pas. Junior, registre. Si tu es là, manifeste-toi. Aïta Bonne, c'est bon. Waltermede, c'est bon. Yelich, c'est bon. Yamogo. Allez, c'est bon. Ouf, mamma mia. Chiant, hein, faire l'appel comme ça. Allez, go. Parfait. Donc, petite pause. Donc, très bien. Voilà, maintenant qu'on a vu comment on fabrique le silicium, ok, on va voir quelles sont les étapes qui nous permettent de faire, de dessiner les petits motifs que je vous ai montrés par caméra sur le wafer, d'accord? Okay, parce que voilà, pour réaliser des circuits, hein, vous voyez, nous on fait des dessins au tableau, mais c'est pas comme ça. Donc il faut utiliser certaines techniques, notamment la technique de la photolithographie. Okay? Photo, c'est-à-dire qu'on prend des photos, hein, on va impressionner des matériaux avec de la lumière, faire une photo. Et la litho, c'est le développement du coup de ces matériaux. Et graphie, ça veut dire qu'on va écrire. C'est une technique qui va permettre d'écrire, donc de dessiner des motifs sur le wafer. Donc voilà. Donc, comment on fait pour dessiner du coup des motifs qui vont permettre la fabrication des transistors sur du silicium? Alors, vu que les transistors sont tout petits, ils font, on a dit, des dizaines de nanomètres. Ok. Donc, ce qu'on utilise, c'est des masques. Ok. C'est quoi un masque? Donc, c'est un bout de verre sur lequel il y a un dessin qui est fait. D'accord? Et ce dessin s'appelle pattern. Et du coup, le but, c'est de transférer le pattern ou le négatif du pattern sur notre wafer à travers l'utilisation de matériel sensible, d'accord, à la radiation, c'est-à-dire sensible aux ultraviolets, à la lumière, qui s'appelle resist et qui va recouvrir la surface du wafer.
OK? De cette façon, nous, on va dessiner sur notre wafer, on va définir certaines régions sur lesquelles on va faire des implantations, donc des dopages, où on va faire des gravures, donc on va enlever de la matière, on va faire des connexions métalliques ou des points de contact. D'accord? Donc, j'aurais aimé la petite caméra parce que comme ça, je vais vous montrer ce que c'est un masque. D'accord? Pour votre plaisir de voir ma tête de bon matin. Donc là, j'ai des masques. Alors, je pense que celui-là, c'est là où on verra le mieux. Ah, vous voyez, ça, c'est un masque. Ça, c'est un masque, vous voyez, c'est une plaque en verre qui est recouverte d'une couche d'aluminium. Donc, c'est pour ça que vous voyez le reflet de l'écran. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a dit que ce masque-là va être irradié par de la lumière. Et donc, si il est transparent complètement, ben la lumière va aller partout. Donc, le but, c'est de faire des zones en aluminium et des zones, je ne sais pas si vous... Voilà, vous les voyez, qui sont trouées. Vous voyez? Donc, le plus petit possible. Ces zones trouées, vous avez mis la caméra? Ouais? Je n'ai pas mis? Moi, je me vois. Personne ne me voit? Ou quelqu'un me voit? On voit le cours. Ah, si, je vois. Oui, on voit. Ah, voilà, on me voit. Quand je suis beau, hein. Donc, on me voit. Si quelqu'un ne me voit pas, c'est de sa faute. Donc, voilà. Autant pour moi, il désole la zone. Ok, je vois, mais il faut réduire la fenêtre. Ok. Oui, voilà, j'ai le cours et l'autre cours ouvert en même temps. J'ai deux écrans. Donc, si vous voyez maintenant, vous voyez qu'il y a des zones où la lumière passe à travers et des zones où la lumière ne passe pas. Donc, il y a de l'aluminium qui permet de réfléchir de cours UV et les zones ouvertes, c'est les zones à travers lesquelles la lumière pourra passer. Et dessous, qu'est-ce que je vais mettre sous mon masque? Parce que là, je vous fais le process en live, hein. Ça c'est bon, quoi. Donc, je vais prendre mon wafer que j'ai là, sur lequel je n'ai pas encore dessiné, hein. Il est tout gris, d'accord? Je prends mon wafer, je le recouvre d'une résine qui est sensible aux ultraviolets. Je prends mon masque sur lequel il y a des dessins, hein, comme on voit. Donc, des zones ouvertes et à la lumière, au passage de la lumière. Donc, une fois que j'ai étalé ma résine sous mon wafer, je pose mon masque, pas comme ça brutalement, hein, il y a des machines qui évitent de rayer le wafer, etc. Donc, on se pose au plus proche du wafer. Et après, boum, on met les UV, on arrête l'insolation, on enlève le masque, et à ce moment précis, je me retrouve avec un wafer qui est recouvert de résine, mais certaines zones, donc celles-là qui correspondent aux trous qui sont sous mon masque, ont vu la lumière. Et donc, elles sont devenues soit plus molles, soit plus dures par rapport au reste. Ça dépend si j'ai une résine positive ou négative, on va voir quelle est la différence. Et du coup, ensuite, une fois que j'ai mon wafer avec la résine qui a été exposée à la lumière, je mets dans un banc de développement, exactement comme on faisait avant pour les photos. Hein. Les photos, avant, c'était fait comme ça, quand il n'y avait pas le numérique. Voilà, je ne sais pas s'il y a des experts de photos entre vous, des passionnés de photos, mais une fois que la pellicule avait été impressionnée, donc, elle subissait, elle prenait une lumière, donc il y avait un contraste avec les images, on devait développer. Donc, on développe ça dans un banc d'acide particulier. Cet acide-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer la résine. D'accord? Donc, on a dit, il y a des zones qui ont vu la lumière, des zones qui n'ont pas vu la lumière. Du coup, il y aura des zones plus dures, des zones plus molles. Donc, quand je fais mon banc de développement, il y a les zones les plus fragiles de résine qui vont partir et les autres zones qui vont rester. Comme ça, j'ai transféré le dessin que j'avais sous mon masque
sur mon wafer à travers l'utilisation d'une résine photosensible. Je vais faire les étapes process style implantation, gravure, connexion métallique que je dois faire. Et ensuite, je remets mon wafer avec la résine qui reste dans un autre bain d'acide qui va enlever la résine. Donc, je strip la résine et je me retrouve avec mon wafer qui a subi des opérations process dans certaines zones qui ont été définies par le masque. OK? Donc, c'est ce qui coûte le plus en process. D'accord? C'est ça qui coûte cher. Ce qui coûte pas cher, c'est autre chose. Mais dessiner un masque, surtout faire un masque de calque pour faire juste une étape, vous imaginez que dans un procédé de fabrication, hein, j'ai d'autres, regardez ça. Je sais pas si là on les voit, voilà. Là, vous voyez carrément la forme d'un wafer. Et en fait, bon, on ne voit pas trop bien à cause de la caméra. Et vous voyez, il y a un réticule qui est dessiné. Donc là, je fais des petits carrés. Peut-être vous m'envoyez même à travers. D'accord? Donc ça, c'est un masque qui fait la taille d'un wafer 4 pouces et sur lequel il y a un réticule dessiné. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui n'arrivait pas à se connecter. Je vais voir qui c'est parce que moi, je ne peux pas voir. J'ai trouvé une technique de copier-coller. Ah mince, je trouvais un Meugo. Voilà. Si. C'est un cours. Je vous montre les masques. Voilà. Donc, comme ça, vous avez un peu un aperçu de ce que c'est un masque, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer. Alors, en distanciel, c'est encore plus difficile. Comme ça, vous l'avez vu. Donc, c'est une plaque qui fait la taille du wafer et qui permet de transférer, du coup, le dessin qui est sur le masque sur notre wafer. Donc, ce qui est très important dans le procédé dans une étape de photolithographie, c'est aussi la propreté de la salle où on fait ce type de manipulation. Pourquoi? Parce que s'il y a des particules qui flottent dans l'air, hein, moi je vous ai montré que le masque il va se coller presque sur notre wafer. Donc, si entre le masque et le wafer, j'ai des petites particules, des petites poussières qui vont se mettre, ben, elles vont faire ombre à la lumière. Et donc, ils peuvent créer des zones où la résine ben, ne voit pas la lumière. Et donc, le dessin que je voulais transférer de mon masque à mon wafer ben, ne sera pas correct. Il y aura des petites taches, hein, comme je vous montre là dans la figure, qui vont pouvoir, par exemple, dans le cas numéro 1, bon, pas grand-chose. Dans le cas numéro 2, ben, je vais diminuer la largeur de la piste métallique et donc, ben, ce qui se passe, c'est que là, je vais avoir une plus haute résistance. Donc, mon courant, une plus forte densité de courant. Donc, je peux créer des défauts. Ou je peux faire un court-circuit entre deux pistes aussi. D'accord? À cause du fait que ben, des poussières se sont mises entre le masque et le wafer. Donc, le nom, la propreté de la salle, okay, la salle blanche, c'est pour ça que ça s'appelle salle blanche en français, c'est des cleaning rooms en anglais. Donc, le nombre de particules par pied cube, hein, c'est du pied cube, l'unité de mesure, désolé, qui est utilisée dans le monde entier, doit être supérieur ou inférieur à un certain nombre. Donc, si j'ai une particule de 0,55 mm par pied cube, ok, je suis dans une salle de classe 1. Si je n'ai 10, je suis dans une salle de classe 10. Si je n'ai 100, donc vous imaginez,
la particule doit faire 0,5 mm, donc 500 micromètres de taille, d'accord, et il doit y en avoir une par pied cube, une seule, d'accord, pour faire une vraie salle blanche. Moins j'ai de saleté dans ma salle, plus de chances j'ai que mon procédé de fabrication aboutisse à quelque chose de bien. Donc, pour faire ça, bien sûr, il y a des aérations. On travaille dans un environnement sous pression atmosphérique. Donc, il y a une aspiration qui se fait par le bas. Il y a un soufflement d'air du haut vers le bas. Et donc, une certaine pression. C'est pour ça que quand on travaille dans une salle pour la photolitho, ça peut déstabiliser un peu, dans le sens que c'est un environnement avec une pression atmosphérique particulière. Et en plus, la lumière ne prévoit pas de UV, donc c'est plutôt une lumière orange qu'on a. Pourquoi il n'y a pas d'UV? Parce que si j'utilise une résine qui est sensible aux ultraviolets, il ne faut pas qu'il y ait d'UV dans l'atmosphère. C'est juste la machine qui va envoyer des ultraviolets une fois que j'ai mis mon échantillon dedans. Donc, il ne doit pas y avoir d'ultraviolets pendant le transport des plaques, par exemple, qui ont une résine déposée. D'accord? Donc, si cette histoire de Covid s'améliore d'ici l'année prochaine, vous aurez peut-être la chance de venir avec nous en salle blanche à Toulouse, pour ceux qui seront encore là l'année prochaine. Et donc là, vous pourrez effectivement vous-même faire ça, fabriquer des composants, notamment une cellule photovoltaïque, et du coup, utiliser les masques et faire de la photolithographie et être dans une salle blanche, donc dans un environnement particulier où il y a des règles à respecter bien précises. Pourquoi? Parce qu'il y a des acides très dangereux. Et surtout parce que quand on fabrique du silicium, surtout si on fait des étapes à la main, il faut être très méticuleux et très attentif. Donc, quand on fait vite, on ne l'est pas. D'accord? Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes d'exposition. Exposition de la plaque une fois qu'il y a de la résine par-dessous. Donc, et différents paramètres qu'il faut tenir en compte. Donc, la résolution. Donc, la résolution, c'est la taille minimale de mon élément du circuit. Donc, nous, des fois, on dit, là, on est dans une technologie à 90 nanomètres, par exemple. Ça veut dire que la taille plus petite, donc la résolution de ma photolithographie, est de 90 nanomètres. Voilà. Donc, il faut imaginer, voilà, aussi que le dessin qui est sous mon masque peut ne pas faire 90 nanomètres, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai une certaine dispersion aussi entre le dessin du masque et ce que j'arrive à produire par photolitho sous mon échantillon. Donc, 90 nanomètres, si c'est la résolution de la techno, ça veut dire que ça correspond à la taille plus petite sur le wafer. Ok? Voilà. Sur un film de résine. Donc, l'enregistrement, c'est un autre paramètre. Donc, la précision avec laquelle les dessins du masque peuvent être alignés. Okay? Il faut imaginer que dans le procédé de fabrication, il n'y a pas qu'un masque, il y en a plein de masques qui sont utilisés. D'accord? Donc, souvent, j'ai des motifs qui sont générés juste pour aligner un masque par rapport à l'autre. Moi, je vais pouvoir empiler des masques l'un sur l'autre. Et donc, l'enregistrement nous dit quelle est ma capacité à aligner plusieurs masques dans des étapes process différentes. Et la productivité, c'est le nombre de wafers qui peuvent être exposés par heure. Voilà. D'accord? Donc ça, ce sont les trois paramètres importants pour la photolitho. Et après, on a plusieurs types d'expositions qu'on peut faire.
On peut faire de l'exposition par shadow printing ou par de l'impression par projection. Donc, si on prend la méthode shadow printing, donc vous comprenez bien, bon, c'est de l'impression par une ombre, on va créer une ombre. Donc, on prend notre source lumineuse, ce qui va générer les UV. Donc là, on est à l'intérieur de la machine. On a une lentille qui permet d'insoler une certaine zone. Après, on met notre masque qui a un dessin. Vous voyez, le masque, comme je vous l'ai montré, du coup, il a un patterning. Zone noire, zone blanche, zone noire, zone blanche. Donc la lumière peut passer dans les zones blanches. Et on peut le mettre en contact avec le photorésiste. Donc c'est ma résine qui est déjà positionnée sur mon wafer. Ou je peux laisser une certaine distance. Donc il y a des avantages et des inconvénients à ces deux techniques. Tous les deux font partie du shadow printing, c'est-à-dire les zones du masque, les zones noires du masque vont faire ombre à la lumière qui vient du haut. Et du coup, je vais protéger certaines zones de la lumière, alors que d'autres zones ne seront pas protégées. D'accord? Donc, si je suis en contact, si j'ai un contact entre le masque et le photorésiste, ben, je suis capable de définir des zones beaucoup plus petites, donc j'augmente la résolution. Mais par contre, si j'ai des particules de poussière qui restent entre le masque et le photorésiste, ben, ils y resteront, ils feront partie de mon dessin. Par contre, si je ne suis pas en contact, que je laisse une petite distance entre le masque et le photorésiste, cela fait que ben, je perds en résolution parce que la lumière, du coup, l'ombre de mon masque va être un peu plus large sur ma résine par rapport au dessin. Okay, vous imaginez que la lumière descend comme ça, et du coup je vais voir un cône d'ombre et pas un rectangle. Du coup, dans ce cas-là, ben, je perds en résolution, mais par contre, le flux d'air qui passe permet le nettoyage constant de ma surface, donc normalement, je ne devrais pas avoir de poussière qui se mette entre mon masque et mon photorésiste. D'accord? Donc, dans ce cas, je peux calculer la largeur de la ligne la plus petite que je peux dessiner sur ma résine. Et donc, la largeur de cette ligne est égale à la racine de la longueur d'onde du rayonnement que j'utilise, de la lampe, multiplié par l'espacement entre le masque et le wafer. Donc, multiplié par ce gap. Voilà. Sinon, je peux utiliser la technique d'impression par projection. Donc, afin d'éliminer cette histoire de distance entre le masque et mon wafer, du coup, moi j'essaie de me mettre le plus proche du wafer avec mon masque pour augmenter la résolution. Mais le risque, c'est qu'à force de rentrer en contact, ben, soit je casse le masque, soit je raye mon wafer. Du coup, pour éviter ça, je peux utiliser ce qu'on appelle l'impression par projection. Donc, ce qui permet donc d'avoir un masque très loin de mon wafer et avec des lentilles et toujours une lumière qui arrive du haut, de concentrer l'image sur la lumière passe à travers le masque, rentre dans ma lentille, elle est reproduite et le motif lumineux il est reproduit sur mon wafer. Okay, donc j'interpose une lentille entre le masque et le wafer. Voilà, c'est ça la différence principale. Donc ce qui me garantit de garder toujours une distance. Hein, donc je projette
l'image, comme sur un projecteur, hein, je projette l'image du masque directement sur mon wafer, dans les deux cas. Par contre, dans un cas, je fais un balayage de mon masque pour transférer au fur et à mesure le dessin sur le wafer. Dans un autre cas, j'ai un motif précis qui est dessiné, et du coup, je me déplace en X et en Y pour reproduire ce motif plusieurs fois sur le wafer. Voilà. Pas à la main, hein, il y a des machines qui ont un contrôle très précis de tout ça, d'accord? Donc vous imaginez bien que une mécanique, un actionnement mécanique de ce type-là doit être très précis, donc très coûteux. Ok? Donc la résolution dans ce cas, ben, c'est toujours lambda, la longueur d'onde de la lumière qu'on utilise, avec NA, qui c'est l'ouverture numérique. Donc vous avez vu, pendant que vous faites le TP fibre optique en physique, vous êtes en train de savoir, de connaître qu'est-ce que c'est l'ouverture numérique. Donc c'est la limite pour laquelle je peux avoir de la lumière qui sort de ma lentille. Donc dans le cas de la fibre, vous le calculez par rapport à la fibre, au diamètre de la fibre, et là c'est par rapport au diamètre de ma lentille. Donc, si on était dans le meilleur du monde, ben, dans ce cas, on n'aurait pas de défaut. Donc, on serait trop bon à faire de la photolitho et tout irait bien. Le fait est que, ben, voilà, on n'est pas parfait et donc il peut y avoir un certain nombre de défauts qui sont générés. Et donc, si ces défauts sont des défauts fatals, d'accord, donc, qui mettent en péril le fonctionnement du transistor ou d'un circuit. Donc, ces défauts sont calculés, c'est-à-dire que pendant le processus de fabrication, on va faire des observations de nos échantillons, d'accord? On ne produit pas comme des ânes sans regarder jamais notre plaque et la regarder qu'à la fin. On fait des contrôles à chaque étape process ou dans les étapes les plus critiques. D'accord? On va observer notre échantillon avec un microscope, avec des techniques de haze, voilà, différentes techniques. Vous, par exemple, tous, ben, vous observerez au microscope après le développement de la résine pour aller voir si la résine a été correctement déposée et si le dessin, le pattern de votre masque a été correctement transféré sur le wafer. Donc, si vous trouvez des défauts, ben, vous les comptez. Ça se fait de manière industrielle avec du processing d'image, quoi. D'accord? Donc, tout est plutôt automatisé selon les usines. On compte le nombre de défauts. On sait combien de niveaux de masse qu'on a utilisé. On connaît la surface de notre puce et on peut calculer donc ce qu'on appelle le yield, le rendement. Donc, par rapport au nombre de défauts, par rapport au nombre de masques et par rapport à la surface de mon circuit, je suis capable de dire dans mon procédé de fabrication quel est le rendement que j'obtiens. Et en fonction de mon rendement, je peux dire ben, c'est un process qui tient la route parce que j'ai un rendement très bon, ou c'est un procédé de fabrication pourri parce que je me retrouve avec beaucoup de défauts. Vous voyez, c'est exponentiel, hein, c'est pas linéaire. Donc, c'est-à-dire que quelques défauts fait descendre énormément mon rendement. D'accord? Par exemple, ST Micro, ben, le yield, c'est carrément une équipe. Il y a des gens qui, dans leur vie, leur but ultime, c'est contrôler tout le temps la défectivité sur les wafers à différentes étapes process. D'accord? Donc, c'est un métier. Hein? Après, moi, je ne l'aimerais pas. Mais bon, il y en a qui aiment ça. Ok. Voilà. Petit dessin d'un masque très joli.
Donc, bon, je vous l'ai montré normalement avec la caméra, donc ça devrait aller. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ah merde. Eh bien, c'est dommage ça parce que c'est... Ça fait 1 heure que je parle. Je ne sais pas, vous êtes tous bloqués sur le premier slide? J'espère que non. Non? Ça va, les autres, ils les voient dérouler. Ok, parfait. Bon, désolé, devo essayer des Coreco. Voilà. Ah, ok, ça marche. Ok, parfait. Voilà. D'autres questions? Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, on va essayer de comprendre ce que c'est la résine pour de vrai. Donc, la résine, ben, c'est un matériau, ok, particulier, un peu visqueux, d'accord, qu'on dépose sur nos petits wafers. Donc, par exemple, ici, dans la photo, ce que vous voyez, c'est la tournette au milieu. Ça, c'est pour des petits wafers, hein, c'est ce qu'il y a à Toulouse. Donc, ce que normalement, on est censé utiliser ensemble l'année prochaine. Donc, vous posez votre petit wafer au milieu, là, ici, dans cette zone. Vous déposez votre résine qui c'est un liquide visqueux tout gluant au centre de votre wafer. Vous fermez le capot et vous faites tourner. Là, ça tourne. Et donc, la force centrifuge qu'on applique sur la résine fait en sorte que la résine puisse s'étaler de manière homogène sur tout notre wafer. Okay? Le but à chaque fois, c'est de se dire, je prends mon wafer, je tale de la résine partout, ensuite, je mets mon masque et je transfère ou pas le dessin du masque. Qui va décider qu'est-ce que je vais transférer? Ben, c'est la résine. Si la résine est positive, quand je fais une insolation, les zones qui sont attaquées par la lumière deviennent plus molles et au développement vont disparaître. Donc, je transfère le dessin de mon masque sur mon wafer. Résine positive. Le dessin que je transfère sur le wafer correspond au motif que j'ai sur le masque. Au contraire, si la résine est négative, fais l'inverse. Je mets le masque, j'ai de la résine de partout, je fais une insolation, et les zones qui sont irradiées par la lumière deviennent plus résistantes. Du coup, après développement, les parties qui ont été protégées par le masque vont partir, et les parties qui ont été exposées à la lumière vont rester. Donc, ce que je transfère du masque à mon wafer, ce n'est pas le même patterning, mais c'est le négatif de mon motif, de mon dessin. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle la résine positive quand je transfère le dessin du masque sur mon wafer, et négative quand je transfère le négatif de mon dessin, c'est-à-dire le contraire. Ok? Donc ça, c'est une question typique qu'on pose pendant le stage pour voir si vous vous en souvenez d'ici l'année prochaine. D'accord? Donc, le souhait qu'on a, c'est qu'on puisse faire toutes ces choses ensemble l'année prochaine
en salle blanche. Voilà. Donc, pour vous faire comprendre un peu toute la séquence des opérations que l'on peut faire sur un transistor pour la formation d'un motif, en fait, pas sur un transistor, d'accord, avec une succession d'étapes de photolithographie. D'accord, là je vous montre ce qui se passe. Donc, nous on a dit que la photolitho sert à définir les zones à implanter, donc pour le dopage par implantation, des zones à graver, donc pour enlever de la matière, pour faire des connexions métalliques ou des points de contact. Donc, par exemple, nous on va faire de la gravure de silicium, c'est-à-dire on va créer des tranchées dans notre substrat. D'accord? Donc, les étapes nécessaires pour créer ce motif, c'est dépôt de résine, alignement des masques, insolation, révélation, gravure. Donc, pour connaître le procédé de fabrication, quand on veut faire de la fabrication de composants, il est très important de connaître la succession des étapes pour faire une opération, ou des opérations pour faire une étape. Si on ne le connaît pas, ben, on ne saura pas faire. Hein? C'est comme quand vous faites un gâteau. Si vous ne suivez pas les étapes de la recette à la lettre, et chaque étape est faite de plusieurs opérations, ben, votre gâteau sera dégueulasse. Voilà. Donc, première chose, on a dit, ben, on suppose qu'on a fabriqué notre lingot de silicium et qu'il est très beau, il est très pur, et qu'on l'a découpé en tranches, donc en wafer. On se retrouve donc avec un substrat de silicium. OK? Ensuite, je dépose la résine partout. On a dit, je mets mon wafer dans la tournette, je mets mon liquide visqueux qui est la résine par-dessous, je fais tourner et la résine s'étale de manière homogène. Pourquoi? Parce que le nombre de tours par minute et la vitesse de rotation du wafer ont été calculés pour faire en sorte que la résine s'étale de manière homogène, que le surplus parte avec la force centrifuge de la machine. Donc, je me retrouve mon substrat de silicium. Hein. Il faut imaginer que je prends le wafer, je le coupe et je regarde à l'intérieur. D'accord? Là, je mets un instant la caméra. Là, ce que je suis en train de faire, d'accord? J'ai pris mon substrat de silicium, je l'ai coupé à moitié, et là, on est en train de regarder ici. Ok? Alors, vous voyez très peu parce que la surface est très mince, mais du coup, on est en train de regarder sur le côté. Donc, première chose qu'on voit, c'est couche bleue, substrat de silicium. Ok? Par-dessous, on met la résine. Donc là, je fais la vue en coupe, sur le côté. Hein? Ça, on l'appelle top view. Ça, on l'appelle cat view. C'est la vue en coupe. Hein? Vous voyez que je l'ai coupé, le wafer. Donc, une fois que j'ai déposé la résine, je réchauffe. Okay? Pour la durcir, on a dit que c'est un liquide visqueux. Je le réchauffe un peu, entre 80 et 100 degrés. Des fois 120, ça dépend des résines. Comme ça, elle durcit un petit peu. Elle ne va pas couler. En fait, moi, je ne veux pas qu'elle coule de mon wafer. Donc, clac. Voilà, elle reste amorphe et solide. Ensuite, je mets mon masque. Donc, j'aligne mon masque. Okay? Soit par rapport à un motif préexistant, soit par rapport à mon wafer. Donc, je fais en sorte que le dessin, il ne soit pas n'importe comment. Il soit dans une certaine direction sur mon wafer. Hein? Donc, je mets mon masque, toujours en vue coupe. Okay? Tout à l'heure, je vous ai montré le masque en top view. Et maintenant, là, on le regarde coupé. Je fais une isolation. Donc, j'expose mon échantillon à un rayonnement ultraviolet. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, la lumière arrive. Donc, il y a une partie qui tape sur le masque. Donc, elle est réfléchie.
et une partie qui ne voit pas de masque et il va taper sur la résine. Donc, il va impressionner la résine. Donc, j'enlève mon masque. OK. Hop, j'ai fini. À ce moment-là, quand j'éteins la lumière, j'ai fini. Donc, je sors mon échantillon, qui a la résine qui est impressionnée et la résine qui ne l'est pas. Et ensuite, je développe la résine. Donc, je fais une révélation. Parce que je vais enlever les zones de résine qui, dans ce cas, ont été protégées par le masque. Pourquoi? Parce que j'ai une résine